Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous, c'est la tête à Papineau pour l'épisode 38. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, l'animation, ce sera moi, Loïc, qui va vous la faire. Je suis avec trois belles personnes. J'ai en face de moi Maude, qui nous fera la chronique. Bonjour Maude. Bonjour Loïc. Je suis à côté avec Alexis, qui nous fera l'entrevue. Bonsoir, mon cher Loïc. Comme invité, comme belle personne, qui nous as-tu invité aujourd'hui? On a Olivier Bernard devant moi, un ancien présentateur et qui a plein de secrets aussi d'État sur ses études en physique. On va apprendre plein de belles choses ce soir. Pour ce qui est des événements, depuis le dernier enregistrement de l'épisode 37, on a eu l'événement Lutte sociale le 2 octobre à Sherbrooke au Bois-Qui-Pierre avec 108 personnes présentes. Vous avez répondu très fortement à cet événement. Le 9 octobre, nous avons eu l'événement Drogue et Performance à Montréal au pub de l'Île Noire avec 41 personnes présentes. Comme toujours, vous pouvez retrouver les événements sur YouTube. Ils sont disponibles en rediffusion et gratuitement. Et c'est à volonté surtout. Donc aujourd'hui, nous avons Maude qui va nous faire une chronique. Je te passe la parole, Maude. Merci Loïc. Donc, avant de commencer, je voulais commencer en fait par une petite question pour vous. C'est quoi vos chips préférés? Vous êtes plus Doritos, Lay's ou Miss Vicky's? Je sais pas s'il y a quelque chose d'un peu plus exotique que vous aimez aussi. Là. Noix de cajou, personnellement. Pas de Moi, chips? tu mets boule de chips, noix de cajou, noix de cajou. Eh bien. Moi, je suis un invétéré vendu aux Munchies. Je pense que c'est les meilleurs chips au monde. Il y en a Monster pour Munch. satisfaire tous les appétits. Puis tu peux même faire des tests de projection de personnalité avec ces chips-là. Quoi? Hein? Ben oui, non, mais vous posez la question, dis-moi quel chip tu es et je devinerai qui tu es. Ça, c'est comme les chansons de karaoké. C'est la même chose. Exactement. C'est la Incroyable. psychométrie de haute voltige. Faudra m'expliquer la théorie derrière les chips et ta personnalité après, s'il te plaît. Prochain sac de chips, on s'en parle. Parfait. Olivier? Non, moi, c'est le premier sac de chips à portée de main de ce temps-ci. là. Donc, N'importe quel Le chip. plus proche dans le placard. ouais, exactement. Comme on dit, c'est genre 9 personnes sur 10 aiment les chips, la 10e personne a déjà la bouche pleine. ouais. Ben moi, je pourrais vous dire que j'aime bien les Doritos, mais peut-être pas pour la raison que vous pensez. C'est sûr qu'ils sont bons à manger, là, mais les ingrédients de ces chips populaires cachent aussi un secret que la communauté scientifique a révélé tout récemment, en début de septembre. Quand tu dis que les chips sont un secret, est-ce que c'est quelque chose de controversé ou ça veut dire qu'on doit s'arrêter de manger des Doritos demain? Inquiète-toi pas, Loïc, ça va pas affecter en fait ta consommation de Doritos. En fait, en plus d'être utilisé dans le milieu de l'alimentation, le colorant nommé tartrazine, c'est celui qui donne la couleur là, aux Doritos, peut être utilisé dans le milieu médical. Donc en fait, il a été démontré là, que le colorant pourrait avoir des applications en médecine. Donc c'est sérieux, donc quand tu dis qu'il y a un colorant alimentaire qui peut être utilisé en médecine, est-ce que c'est comme pour les colorants qu'on vient utiliser pour les IRM pour faire ressortir les organes ou dans les scans? Ou c'est juste un poisson de riz? Ben, je suis très sérieuse, oui. En fait, ce qui a été démontré par les scientifiques de l'Université de Stanford, c'est que le colorant avait la capacité de rendre temporairement la peau transparente. Comment cette découverte a été faite et quelles pourraient être les applications médicales du colorant, de ce colorant de chips, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Est-ce que c'est un étudiant qui s'en est mis sur lui au laboratoire et ils nous ont refait comme avec la découverte de la médecine où ils ont dit « Ah, ça fait des choses !» Ben, premièrement, je tiens à préciser, là, les chercheurs n'ont pas écrasé des Doritos pour voir si ça avait un effet pour rendre la peau transparente. En fait, pour comprendre leur découverte, il faut s'intéresser à l'absorption de la lumière et à la physique optique. Donc, le but de leur recherche, c'était de découvrir un moyen de faciliter l'observation des tissus biologiques sans avoir recours à des techniques invasives. Donc par technique invasive, ça comprend donc tout ce qui va être biopsie, prélèvement sanguin ou des caméras pour tout ce qui est cytoscopie? Oui, c'est ça. Donc, en fait, les chercheurs ont exploré divers colorants pour voir comment ils pourraient rendre les tissus transparents et donc éviter ces techniques invasives. Ils ont appliqué un mélange concentré de tartrazine et d'eau sur la peau de souris et la peau devenait suffisamment translucide pour permettre de voir ce qu'il y avait sous la surface. Donc, si j'en mange, est-ce que mes organes à l'intérieur de moi deviennent aussi transparents ou est-ce que si je me frotte avec des Doritos sous la douche, je vais avoir une peau transparente et voir mes os? Ben, premièrement, bonne chance pour prendre une douche de Doritos. Là. Je sais pas trop comment tu ferais Je vais ça. me frotter avec 25 paquets dans la baignoire. Mais en gros, t'as pas à t'inquiéter encore une fois. Là, il faut quand même une forte concentration de tartrazine pour provoquer un effet. Et donc, ce qui s'est passé là, dans l'environnement contrôlé de leur laboratoire, c'est que 5 minutes après avoir appliqué la mixture comme une crème sur la peau de la souris, les chercheurs pouvaient déjà voir un effet. Et l'effet pouvait être renversé là, dès qu'on rinçait ça, en fait. Comment ça fonctionne quand tu parlais de règles de physique optique précédemment?
Ouais, en gros, l'utilisation de ce colorant-là permet de modifier la façon dont la lumière va venir interagir normalement avec le tissu. Le colorant va donc réduire la diffusion de la lumière dans le tissu, ce qui va permettre de voir à l'intérieur de la peau. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'en modifiant cette réaction de la lumière, les chercheurs pouvaient voir les vaisseaux sanguins et d'autres structures sous la surface de la peau. Et c'est quand même vraiment impressionnant, là. Je vous invite en fait à consulter l'article. On va mettre dans la description de l'épisode le lien et vous allez pouvoir voir ça de vos propres yeux. Mais si je peux vous décrire un peu là, les images qu'on voit dans l'article, on a notamment une photo où on voit le crâne de la souris, mais on voit les vaisseaux sanguins qui sont visibles dans le cerveau de la souris là, suite à l'application de la tartrazine. On a aussi une photo où on voit l'abdomen de la souris et cette fois-ci, là, on voit vraiment bien les intestins, les poumons. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait rendre donc la peau transparente, même pour l'humain et pour la souris? Donc, tantôt, on a mentionné des techniques invasives. Donc, dans un contexte médical, on pourrait adapter une technique comme celle-ci à l'être humain pour permettre de voir à l'intérieur de la peau sans incision et ou machinerie spéciale d'imagerie médicale. Donc, ça pourrait être un moyen non invasif de voir ce qui se passe sous la peau. Par exemple, ça pourrait permettre de voir rapidement s'il n'y a pas de problème sur certains organes ou de faire un suivi pour des maladies chroniques. L'observation pourrait donc être faite de manière plus simple et peut-être moins risquée là, que les méthodes conventionnelles. Tu as dit que ça devrait être adapté pour les humains, mais on en est où avec cette technique pour l'application sur l'homme? Pour l'instant, c'est encore vraiment expérimental, là. C'est seulement sorti en septembre dernier. Les résultats sont chez la souris et c'est quand même déjà impressionnant. Mais avant d'être capable de l'appliquer pour nous, pour les humains, il va y avoir quand même plusieurs étapes à franchir. Donc, d'abord, les dosages et la méthode d'application pourraient quand même différer, là, étant donné que la physiologie humaine et murine n'est pas la même. Mais j'ai une question. Est-ce que les chercheurs, ils ont trouvé donc une épaisseur critique où même si tu appliques du produit, ça ne se diffuse pas et donc tu ne vois, même si tu l'appliques, tu ne vois rien au travers? Concernant en fait une épaisseur critique, j'ai rien vu à propos de ça, mais la méthode a été démontrée sur la peau de souris, qui est une peau qui est très fine. Là, on parle de moins d'1 millimètre d'épaisseur. Et chez l'humain, là, si on compare ça au niveau de l'épaisseur, la peau est pas mal plus épaisse. Là, on parle de 1,5 à 4 millimètres. Donc, par exemple, au niveau des paupières, on a une peau qui est vraiment plus fine, tandis qu'en dessous du pied, ben, là, ça pourrait être plus épais. Là. Ouais, donc tu as quand même une sacrée différence entre une peau humaine et une peau de souris. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il reste encore de la recherche à faire là, pour adapter chez l'être humain. Aussi, autre chose, là, c'est qu'ils vont devoir s'assurer que l'utilisation est sûre chez les humains, même si pour l'instant, on ne voit pas d'effet indésirable chez la souris. Ça va être crucial de déterminer comment est-ce que le colorant interagit avec nos tissus et comment il va être éliminé. Ok, oui, parce que tu veux éviter des problèmes, en utilisant cette technique, d'avoir des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu aies des tests approfondis et que ça soit validé par l'Agence de la santé canadienne, l'Agence de la santé publique, je crois qu'elle s'appelle. Donc on a encore quelques années avant que le produit il arrive sur le marché pour l'homme. Sûrement encore une couple d'années, là. Mais c'est quand même fou de se dire qu'un ingrédient qu'on trouve dans les Doritos pourrait un jour contribuer de manière importante en fait à la médecine. Oui, c'est vrai que ça va pas nous faire voir les Doritos de la même façon maintenant. Exactement, puis ça montre en fait bien l'intérêt de voir la science qui est cachée dans les choses du quotidien, parce que la science, elle est partout. Oui, comme quoi un produit chimique utilisé en colorant, ça peut avoir d'autres applications. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette chronique, Maud. On va se retrouver maintenant, après une très courte pause, pour justement l'entretien avec Olivier, qui va nous parler donc de physique, et des secrets de la physique, ou des secrets du département de physique. Bonjour, nous sommes donc de retour et on va passer donc à l'entrevue avec Olivier Bernard et Alexis à l'entretien. Ben, merci Loïc. Écoute, on va introduire notre invité de l'épisode. Il s'agit d'Olivier Bernard qui est étudiant en doctorat en physique à l'Université de Sherbrooke. Il étudie l'effet magnéto-calorique rotatif et l'entropie magnétique, également impliqué au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, le CHU, dans l'étude de l'électromagnétisme de la moelle épinière. Et à ce jour, il a présenté 5 fois aux événements de Bistro Brain. Pour les nommer rapidement, 6 avril 2022, Espace science-fiction sur les cyborgs. 9 novembre 2022, Technologie du futur sur les lasers et la fusion nucléaire. 13 septembre 2023, Démontons le mythe sur les dangers du nucléaire.
Le 10 avril 2024, Science et fiction sur le souffle atomique de Godzilla, justement en reprise sur les dangers nucléaires, le 5 juin 2024, à la 4e édition des Grandes Découvertes de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue Olivier, j'espère que ça va bien à soir. Ouais, ça va bien, c'est un plaisir d'être là avec vous. On vient pas trop te mettre sur un piédestal comme ça, Ah, je vais tomber assez vite. avec tout le prestige qui vient avec le fait de présenter à Bistro Brain, on serait là. Ah ben, ça va être... Ça va faire un plaisir de représenter à d'autres occasions aussi, là. S'il y a d'autres occasions possibles. Ben oui, exactement, t'es toujours bienvenu. Je commence mes séries de questions là, comme ça. Comment est-ce que ta passion pour la physique a débuté? Ben, en fait, c'est un peu ironique parce que c'est un refus. J'ai pas été accepté en génie, initialement. J'ai fait de ma technique en génie mécanique. J'avais une cotère au-dessus de la moyenne, si on parle de 28, 29. Mais l'année où est-ce que j'ai appliqué pour génie, il y a eu un changement des barèmes. Donc, moi, j'étais sur la liste d'attente. Au lieu d'attendre une réponse, je me suis inscrit en physique, finalement. Fait que c'est jamais linéaire, finalement, les études et les projets. Après, avec les années en physique, c'est là que j'ai un peu découvert c'était quoi le monde, la physique théorique. Avec mon bagage de plus expérimentateur, en guillemets, ou technologue, de la technique, c'était un beau complément. C'était un peu un coup de chance en même temps. Puis après ça, t'as fait bac, maîtrise, puis là, tu fais un doctorat. Ouais, je fais ma maîtrise, en fond, avec Patrick Fournier, sur un aspect très, très expérimental de l'effet magnétocalorique. En fond, on cherchait à développer une nouvelle méthode expérimentale. Et mon doc, c'est l'aspect théorique du phénomène. Parce que même si ça fait longtemps qu'on l'étudie, c'est pas bien compris, en fait. Il y a plein de subtilités qui nous échappent malgré tout, donc que ce soit d'un point de vue mathématique ou d'un point de vue phénoménologique. Donc, ouais, c'est ça mon doc. Puis en même temps, j'ai commencé à travailler au CHU. Parce que c'est un bon conseil que j'ai reçu d'un professeur, c'est va voir plus loin un peu, vois après ton doc, cherche un emploi, cherche des collègues, des collaborateurs. J'aurais pu finir avec Bistro Brain aussi, c'est un sujet, la vulgarisation, c'est hyper important. Même si mes collègues en physique, ils trouvent ça, c'est pas nécessairement d'accord avec l'idée, ou de dire, c'est pas aussi important que de faire de la recherche. On fait de la recherche pour aider tout le monde au final. Fait que si les gens sont pas informés, ils savent pas qu'est-ce qu'on fait, c'est comme si on faisait rien pour eux au final. Ouais, exactement. Là, c'est comme un boson Higgs qui est jamais découvert, par exemple. Moi, d'une certaine façon, oui, on pourrait dire ça d'une certaine façon. Ça reste de l'antimatière. C'est de l'antimatière, puis c'est là. Mais on sait pas trop où. Mais c'est là, peut-être. Exactement. Mais justement, ça donne quoi après? Là, ça fait 3 ans et demi que tu fais ton doctorat. T'en es où dans ton parcours d'étudiant académique? Ouais, ça fait déjà 3 ans et demi. Ouais, ça fait déjà 3 ans et demi. Ça va vite. Ça va très vite. Je suis rendu à la fin, il me reste une année de doc, si tout va bien. C'est beaucoup de mesures, c'est beaucoup le rush de la fin de tes études, c'est que tu as hâte de terminer, mais tu veux pas mal faire les choses. Là, tu fais un paquet de mesures, tu fais un paquet de manips, tu écris plein de trucs à gauche à droite pour être sûr de rien oublier. Puis à la fin, tu te rends compte que tu as fait plein de choses de plus, que c'était pas nécessaire, que tu as toutes les mains dans ta thèse. C'est un peu là que je suis rendu. Tu as passé par là, Alexis, déjà. Puis tout le monde qui sont doc, je compatis. Quand vous avez passé là un jour, je compatis beaucoup. On en a plusieurs à l'interne qui sont à la fin de parcours. Donc, la solidarité est vraiment à son plus haut sommet. Tu as parlé d'effets magnétocaloriques rotatifs. Ouais. À quoi ça sert d'étudier ça? Est-ce qu'on va avoir des aimants de frigo qui tournent en fonction du nombre de calories sur nos tablettes? Tu dis ça en blague, mais c'est pas loin, en fait. Pour tout Ça me surprend vraiment. C'est vraiment pas loin parce que, d'une certaine façon, juste la calorie elle-même, c'est un peu compliqué. Là, physique, médicale, c'est deux définitions un peu différentes. Mais en toute fin pratique, oui, on va avoir des matériaux magnétiques qui agissent un peu comme des simili-aimants, d'une certaine façon, qui vont tourner sur un champ magnétique plus puissant, plus intense. Puis le changement de température, on peut le traduire comme étant un nombre de calories. Fait que si ça va bien, dans peut-être 10 à 20 ans, on va avoir des réfrigérateurs complètement autonomes qui vont utiliser, par exemple, de l'eau pure. Là, je dis un liquide quelconque là, pour remplacer le fréon, par exemple. Mais on va avoir juste 2 gros aimants, des petits cristaux qui tournent, puis de l'eau pure qui passe dans le système. Donc là, si jamais il y a un bris de ton réfrigérateur, c'est de l'eau qui tombe à terre, là, c'est pas si mal. Là. C'est pas un fréon que tu vas sniffer après par accident. Là. Ok, donc, si je comprends bien, toi, tu étudies les aimants. J'étudie les cristaux qui tournent dans le champ magnétique. Donc moi, mes cristaux, dans le fond, quand on aimante un matériau, ça chauffe. Puis là, pour pas entrer en trop dans les détails fins, un cristal, c'est comme plein de boules, comme les bains, tu sais, au McDo, les bains dans les jeux, là. Ouais, les bacs à balles. Les bacs à balles. Tu sais, quand il y a plein d'enfants, mettons, qui se prennent dedans, les balles, ils bougent. On peut voir ça comme de la chaleur, si on veut.
Fait que si on aimante, il y a un paquet de personnes dans le bain, ça bouge, ça chauffe, puis quand on désaimante, on retire toutes les personnes du bain, ça bouge pas, ça refroidit. C'est une façon de le dire. Fait que moi, j'étudie ce phénomène-là en particulier. Quand on aimante, on désaimante le cristal. Et mon cristal en particulier, c'est qu'au lieu d'avoir un bain carré, on aurait un bain qui serait en forme de T. Fait que dans un certain sens, on aurait une ligne qui est très longue, on a une grosse aimantation, mais on a une ligne très très courte, une aimantation très très faible. Puis c'est quand on passe d'une ligne à l'autre qu'on voit le grand changement de température. Parce que dans le fond, quand tu es dans la ligne courte, tu n'as pas beaucoup de balles avec lesquelles jouer. Mais quand tu vas dans le bain, la ligne qui est très longue, tout d'un coup, tu as un paquet de balles. Tu as beaucoup plus de balles qui peuvent bouger, plus grande aimantation. Ça sonne vraiment le fun, ça me rappelle des super bons souvenirs. Oui, quand on est jeune. Saviez-vous, j'ai déjà fêté mon anniversaire dans un McDonald's. OK, ça c'est pour un autre podcast. Donc, pour ça, un peu dans ce que tu disais tantôt sur la vulgarisation, tu es un des rares présentateurs qui en est à 5 présentations. Donc, tu commences à être un certain vétéran, si on peut dire, des événements Bistro Brain. Pourrais-tu nous parler des apprentissages que tu as fait depuis ta première présentation en avril 2022? Il y en a tellement, là. Déjà en partant, juste l'aisance de parler en public, c'est une aptitude qu'il faut apprendre. Juste parler, généralement, j'ai un peu des problèmes moteurs au niveau de ma mâchoire. La prononciation, c'est un défi en soi. Puis ensuite, tout le monde le vit. À certains degrés, la gêne devant un public. On fige un peu ou on a discuté. Ça, c'est la première chose que j'ai appris. Apprendre à bien vulgariser, à bien cibler les points importants, ça, c'est clé. C'est fou, là. Ça, j'ai appris ça avec vous. Beaucoup d'aide de Bistro Brain là-dessus. Chapeau, merci. Ça, bien monter présentation, l'ordre, même si on a les éléments clés, si on n'a pas un bon ordre de présentation, les gens ne vont pas accrocher, ils vont faire c'est chouette, mais je m'en fous un peu. Fait que c'est un peu d'amener un punch au bon moment, une blague au bon moment. C'est des choses que j'ai appris au final, au fur et à mesure, puis je l'applique même dans mon doc et au travail, je l'applique. C'est toutes des skills que tes collègues ne sont pas experts de ton domaine de recherche ou de ce que toi tu fais. Il faut apprendre à le vulgariser pour communiquer avec eux. Au-delà du grand public, même au travail, même dans tes études, ça devient super utile, super vite. Au lieu de perdre 2 à 3 heures à parler à quelqu'un pour expliquer une chose, ça me prend 15 minutes. C'est fou, là. On sauve énormément de temps tous les deux, puis on est content, on continue nos journées, puis on n'a pas perdu un après-midi. Ben ouais, c'est ça. Donc, j'imagine que tu parles du bac à balles en premier, puis après, tu parles des cristaux. Bon ordre logique, oui. C'est exactement. Est-ce que tu as un souvenir de Bistro Brain qui t'a marqué à travers les années, autant comme présentateur qu'auditeur? Je pense que c'est quand... autant quand j'étais dans le public que quand je présentais, c'est quand la foule arrive en même temps ou quand il y a une réaction commune. À chaque fois, ça me marque. Je trouve ça comme un marteau. Hein, c'est fou. Je trouve ça tout le temps le fun. C'est vraiment plaisant. Puis ça fait un peu un esprit de communauté, en guillemets, si on veut. Pour moi, du moins, ça fait un esprit de communauté, puis on est tous là pour la même chose, puis on s'amuse. C'est le fun d'être là. C'est pas chiant, là. C'est pas... tu payes pas, puis c'est pas comme « Ah, c'est long, là ». Non, exact. Puis je pense que sur scène, il n'y a rien qui me met plus à l'aise. C'est quand tu as un public, justement, qui réagit, puis tu es comme « OK, là, je suis pas en situation d'évaluation. Comme tu dis, on est là pour avoir du fun. » Les épaules se détendent, les sourires se décrispent, on apprend à sourire un peu. Puis après ça, on le voit souvent, les gens font 2-3 jokes, c'est « Ah, ça marche? Ah, ben let's go! » Ils continuent sur la même vague, le même style d'humour, puis les gens embarquent, c'est vraiment magique. Ouais. Pas les grandes découvertes, mais l'avant-dernier, les sciences et fiction, la personne qui a présenté juste avant moi, elle a fait ça avec des blagues, puis moi je présentais juste après. J'avais l'impression, pour être honnête, ça m'avait intimidé. Ça avait tellement bien été. Salutations à Simon Jeannot. Ouais, Simon, là, ça avait été tellement bien, ça m'avait quand même intimidé. Je me suis dit, je vais parler de Godzilla, c'est moins populaire que Dune ici. Quand on l'avait présenté, c'était moins populaire. Dune, c'était sur les lèvres de tout le monde. Ça venait de sortir, le film. T'avais le volume 2 qui était sorti, je crois. Juste oui. avant, ouais. Ouais, exact. Tout le monde parlait de ça. Là, moi, je parlais de Godzilla, Zero Dawn, peut-être mon gros lézard qui crache des choses, ça va être le fun. Puis ça a bien été, finalement. Mais c'est le fun. Ouais, c'était intimidant, mais c'est un beau défi à relever à chaque fois, trouver un sujet. Merci beaucoup en passant à tout le monde qui me donne des idées. Alexis, tu m'aides pas mal. Ça m'arrive. Puis, mais c'est des beaux défis, c'est super le fun. Tu t'assois, tu apprends des choses, puis tu partages. Je pense que c'est une des choses les plus le fun, en fait, de vulgariser, c'est de partager avec les autres, puis de voir qu'ils comprennent ou de voir au moins que ça les captive, l'attention est là.
Ouais, puis tu sais, il parle d'un défi, il faut quand même mentionner, Olivier s'était donné un défi de faire ses interprétations de Godzilla en japonais original. Il a laissé ça de côté, on l'a ramené sur Terre, puis on a été de l'avant avec les calculs du souffle atomique. Quelle puissance destructrice on peut avoir? Est-ce qu'on est capable d'aller au centre de la Terre? Ce genre de choses loufoques qui se passent dans les films de Godzilla. Ouais, c'est le fun dans la vidéo, des petits calculs que j'avais pas montrés. Mais c'est en toute fin pratique, c'est des calculs qui sont entre guillemets simples. Là, pour moi, je suis habitué avec des équations qui n'ont pas de fin. Là. Mais Je pense qu'il faut être étudiant en physique pour dire que ces équations-là sont simples. Dans le dedans, ça fait du sens. Quand tu regardes de l'extérieur, tu dis mais de quelle langue il parle? Exactement. Anecdote aussi à part, j'ai des échanges avec Olivier pour un de nos événements, puis il m'envoie un PDF de son dernier article scientifique. Plein de formules. J'ai comme, mais oui, bien sûr, je vais faire la lecture claire et libérée de ce document. Pour quitter un peu la fiction, tu sais, tu avais une présentation sur la fusion nucléaire, on en parle beaucoup. Tu sais, j'imagine c'est comme un peu avec l'ordinateur quantique, une des grandes découvertes qu'on souhaite faire dans l'avenir de la physique. Est-ce qu'il y a d'autres découvertes comme ça qu'on anticipe qui pourraient changer le monde? Ben, changer le monde, pas dans l'immédiat, mais changer le monde au long terme. C'est juste les ondes gravitationnelles, parfois on les a mesurées, ça a été quand même majeur pour nous. Mais plus qu'on va en lire, plus qu'on va en apprendre sur l'univers, puis comment est-ce que le système... Comme ça, on croit que c'est une description thermodynamique qui l'a décrit, mais ça pourrait être d'autres choses aussi. Plus qu'on va avoir de mesures, plus qu'on va être certain que c'est bon ou mauvais. Il y a ça. Boson de Higgs, c'est un truc que tu avais mentionné. La fusion nucléaire, on en parle un petit peu. Là. La fusion nucléaire, ça serait extrêmement majeur très rapidement pour nous. Dans les prochaines années, on parle de 10 à 20 ans, ça va bien. C'est ça. Même dans la découverte qu'on parlait un peu plus tôt, l'expérience scientifique avec les souris, c'est assez majeur. Ça nous permet... ça nous donne un aspect ou une approche différente, même au monde de la physique. T'sais, par exemple, il y a les centres NV qu'on appelle, qui c'est des diamants avec un seul atome d'imperfection, qu'on commence à utiliser un peu plus en physique depuis 5 ans. Mais la première fois que ça a été utilisé, c'était en bio. On utilisait des axones, des vers de terre, d'autres corps cellulaires, avant d'utiliser dans le monde de la physique lui-même. Puis ce qu'on a réalisé en utilisant dans le monde de la physique, c'est qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait mesurer avant, qu'on ne pouvait pas mesurer avant, qu'on est capable de mesurer aujourd'hui. Puis en pouvant les mesurer, ça nous donne une tonne d'informations. Par exemple, les antiferromagnétiques, on n'a aucune idée comment ça fonctionne en vérité. Le magnétisme, c'est très mystérieux. Il y a beaucoup de théories et d'hypothèses, mais on n'a pas assez de mesures pour voir. Mais les centres NV développés en bio nous permettent maintenant de faire des mesures de ça. On commence à comprendre un peu mieux comment est-ce que les systèmes magnétiques fonctionnent. Puis si ça continue comme ça pourrait être assez majeur, même pour l'ordinateur quantique. Les qubits, c'est mystérieux, mais pas tant que ça, au final. Dans le sens où est-ce que c'est une technologie qui, de plus en plus rapidement, on va comprendre de mieux en mieux la physique grâce à une nouvelle technologie. Puis avec ça, dans le fond, c'est un effet boule de neige. Éventuellement, on va être capable de faire un ordinateur quantique, qu'on appelle, mais c'est pas pour tout de suite. Je me demande si on va peut-être pas voir la fusion nucléaire avant un ordinateur complet quantique, fonctionnel. C'est bien, moi, je pensais que tu allais me dire que la téléportation, c'était pour demain, mais finalement, on est encore à l'étape de comprendre les aimants. Ouais, j'aimerais ça dire que la téléportation, ça existe. Mais ça existe un peu par l'effet tunnel. Mais ça, c'est un effet quantique. C'est dans le microscopique, malheureusement. Ah, OK. Si tu es assez patient, on pourrait traverser au complet à travers un mur. Ça pourrait être vachement long. OK. Fait que je pense que je suis mieux d'y aller à pied. Ouais, ça va être plus rapide. Prends une porte. Dernière question pour toi, Olivier. Oui. Quelle place, selon toi, devrait avoir la vulgarisation scientifique au Québec? Je crois qu'au Québec, on est choyé. Est-ce qu'on a des instituts scientifiques très poussés, même par rapport à d'autres pays? Tu sais, on parle de la Chine, ça commence à être de plus en plus majeur comme centre scientifique, l'Europe, l'Inde. Par rapport à ces pays-là, on est quand même beaucoup sur l'expression, sur le edge de la science. On est vraiment avancé. On a des bonnes connaissances, on a des bons corps de scientifiques. On devrait avoir une très grande place pour la vulgarisation. Ça devrait être, pour l'instant, la priorité, mais ça devrait être dans notre top 5 de priorité personnellement. Si les gens s'intéressent aux sciences, on va avoir plus de gens en sciences. On va avoir une communauté qui va grandir de plus en plus vite. On va avoir une expertise qui va être de plus en plus forte. On va pouvoir garder, par exemple,
de l'industrie technologique qui, malheureusement, des grosses entreprises comme Microsoft, Apple, y achètent avant même que ça existe. Mais si on s'intéresse à nos technologies, on pourrait développer notre industrie, on pourrait développer notre Microsoft à nous, notre Apple, peu importe. C'est une chose qui est possible, c'est à portée de main. Mais on n'est malheureusement pas assez bien informés. Les gens ne sont pas bien formés pour vulgariser, malheureusement. À ce moment-là, qui peut venir voir? Ben, c'est Bistro Brain. Moi, c'est ma première suggestion. C'est vous qui êtes là, vous m'avez aidé énormément. J'imagine qu'il existe d'autres organismes ailleurs. Oui, tout à fait. On les connaît, on les salue également. Écoute, ça va être tout pour l'entrevue, Olivier. On est vraiment très heureux de t'avoir reçu, puis on te souhaite de te voir à un prochain événement Bistro Brain. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Alexis, merci Olivier pour ce bel entretien. Alors, merci aussi à vous qui nous avez écoutés pendant cet épisode. Merci à Maude pour la chronique. Merci Alexis encore. Merci encore Olivier. Donc pour ce qui est des prochains événements Bistro Brain, il y aura donc le 23 octobre, donc demain, à la faculté d'éducation, un événement hors série. L'événement est intitulé donc Santé mentale à l'université. On espère vous trouver nombreux. Vous en serez plus donc au prochain épisode, si vous avez été nombreux. Pour ce qui est aussi de Trois-Rivières, on aura le Démonte ton mythe à la Chasse-Galerie, donc le 30 octobre. On retrouvera encore à Sherbrooke un événement le 6 novembre avec Technologie du futur. J'ai hâte de voir ça, au Boc et Bière. Et on aura donc un deuxième épisode hors série pour la 5 à 8, donc à Sherbrooke, avec la science de données, second événement donc hors série de l'année, en collaboration avec la fondation de l'Université de Sherbrooke, le 12 novembre au Boc et Bière. Merci à tous, bonne journée, bonne soirée, et on vous retrouve pour le prochain épisode. Bonne séance. À la prochaine. À la prochaine.